Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre rencontre au tourisme, mais à partir de nouvelles perspectives par rapport à la semaine dernière. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble d'une campagne qui fait la promotion de l'Égypte comme parfaite destination touristique durant le mois de Ramadan, mais aussi nous avons une découverte concernant une tombe royale et un atelier de poterie datant du XVIIe siècle avant Jésus-Christ, découvert à Sohag en Haute-Égypte, d'après la mission archéologique égypto-américaine de l'université de Pennsylvanie, qui a découvert une tombe royale de la deuxième période intermédiaire dans le cimetière du mont Anubis. Mais aujourd'hui, nous avons des vestiges à découvrir ensemble également, des vestiges provenant d'un temple ptolémique mis au jour à Sohag. Commençons notre rencontre à Sohag, et Sohag qui est une destination à l'heure actuelle très touristique. Il y a des décennies, Sohag faisait juste partie d'un des gouvernorats où faisait partie des gouvernorats de la Haute-Égypte. Mais à l'heure actuelle, un grand mouvement touristique revêt ce gouvernorat de beaucoup d'aspects agréables pour les touristes. Et voilà que nous avons des découvertes. Il faut dire que la mission archéologique égypto-américaine, comme on l'a mentionné, de l'université de Pennsylvanie, a découvert une tombe royale de la deuxième période intermédiaire dans le cimetière du mont Anubis à Abydos. Il faut dire que la mission archéologique égyptienne du Conseil suprême des Antiquités a également découvert un atelier de poterie de l'époque romaine dans le village de Banawit. Voyons les détails dans ce compte rendu. La mission archéologique égypto-américaine de l'université de Pennsylvanie a découvert une tombe royale de la deuxième période intermédiaire dans le cimetière du mont Anubis à Abydos. La mission archéologique égyptienne du Conseil suprême des Antiquités a également découvert un atelier de poterie de l'époque romaine dans le village de Banawit. La découverte de la tombe royale d'Abydos apporte de nouvelles preuves scientifiques sur le développement des tombes royales dans la nécropole du mont Anubis, qui remonte à la dynastie d'Abydos, laquelle a régné sur la Haute-Égypte entre 1700 et 1600 avant Jésus-Christ, explique le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, Mohamed Esmail Khaled. Il a ajouté que cette découverte apporte également de nouvelles informations sur les rois de cette dynastie et permet de mieux comprendre l'histoire politique complexe de la seconde période intermédiaire de l'histoire de l'Égypte ancienne. Le chef de la mission égypto-américaine en poste à Abydos, Joseph Wagner, a déclaré que la tombe royale avait été découverte à environ 7 mètres de profondeur. Elle se compose d'une chambre funéraire en calcaire recouverte de voûtes en briques crues qui atteignait à l'origine une hauteur d'environ 5 mètres. On trouve également des vestiges d'inscriptions situées de part et d'autre de l'entrée menant à la chambre funéraire des déesses Isis et Nephthys et des bandes jaunes qui portaient autrefois le nom du roi en hiéroglyphes. Le style des décorations et des textes est similaire à ceux découverts précédemment dans la tombe du roi à Sénepkal. En ce qui concerne la seconde découverte, celle d'un atelier de poterie à Banawit, un responsable du Conseil suprême des Antiquités a indiqué que cet atelier était l'une des plus grandes usines approvisionnant la région en poterie et en verre. Plusieurs fours ont été trouvés dans l'atelier, de même que des entrepôts de poterie et un ensemble de 32 ostacras en écriture démotique et grecque, détaillant les transactions commerciales de l'époque et le mode de paiement des impôts. Les premières études et preuves recueillies indiquent que ce site était utilisé à l'époque byzantine et a été réutilisé comme cimetière au 7e siècle après Jésus-Christ et peut-être jusqu'au 8e siècle après Jésus-Christ. Plusieurs sépultures ont été découvertes sur le site. Les tombes construites en terre crue contiennent des squelettes et des momies d'hommes et de femmes, mais la majorité des sépultures appartiennent à des enfants. On a également trouvé la momie d'un enfant endormi, coiffé d'un tissu coloré, et le crâne d'une femme d'une trentaine d'années.
Des racines de blé, des restes de graines, de plantes anciennes, notamment de palmiers et d'orge, ont également été découverts, d'après Mohamed Abdelbazir, chef du secteur des antiquités égyptiennes au Conseil suprême des antiquités. Et pour nous emmener faire le tour et nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Madame Nadia Khalil. Madame Nadia Khalil qui est experte en tourisme. Madame Nadia Khalil, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir Madame et bonsoir à tous vos spectateurs. Merci. En fait, voilà, nous avons passé en revue un commentaire portant sur une découverte à Sohag, une tombe royale et un atelier de poterie datant du XVIIe siècle avant Jésus-Christ ont été découverts à Sohag en Haute-Égypte. On aimerait jeter la lumière sur cette découverte et en savoir plus. À propos de cette découverte, c'est pas la première parce que ça fait quelques années que cette mission archéologique américaine, disons égypto-américaine qui travaille à Sohag ont déjà, disons, découvert précédemment une tombe. L'important c'est que cette période est mal connue dans l'histoire de l'Égypte. C'est une période qui est assez obscure. On a peu d'informations, je peux dire, sur cette période qu'on appelle la seconde période intermédiaire. C'est entre le Moyen et le Nouvel Empire, durant laquelle l'Égypte était dominée par les Hyksos, des nomades asiatiques qui avaient envahi le delta, une partie de la Moyenne Égypte. Mais le sud était loin de la portée de leurs mains. Et donc il y avait des régimes nationaux qui gouvernaient le sud de l'Égypte, Sohag peut-être, Assiout, Luxor surtout, la région de Thèbes antique. Et c'est grâce plus tard, donc après cette période, que les princes thébains vont réussir à chasser les Hyksos. Donc ces régimes, on connaît peu de choses à leur sujet. À peine si par exemple ça a été mentionné qu'il y a une 17e ou une 15e ou une 16e ou une 17e dynastie. C'est pour cela que l'important c'est que ça permet d'éclaircir cette période, savoir mieux l'histoire de cette époque où il y avait des rois nationaux qui avaient gouverné le sud de l'Égypte pendant que le nord était sous la domination de Bédouins, je veux dire, puisque c'était des nomades. La découverte de la tombe royale d'Abydos apporte de nouvelles preuves scientifiques. En fait, selon les experts, sur le développement des tombes royales dans la nécropole du mont Anubis, qui remonte à la dynastie d'Abydos, laquelle a régné sur la Haute-Égypte entre 1700 et 1700 avant Jésus-Christ. À votre avis, dans quelle mesure on peut parler d'aspect scientifique, d'un apport scientifique d'après cette découverte? Du côté scientifique, on sait très bien que les rois anciens construisaient leurs tombes sous forme de pyramides. Et quand il y a eu la 18e dynastie, là on saute une grande période. Nous avons les Hyksos ont dominé l'Égypte pendant 115 ans. Et durant cette période, sincèrement, c'est une période où on connaît peu de choses. Mais on sait qu'il y a eu des dynasties et des souverains, des princes locaux. C'était des princes locaux qui gouvernaient leur territoire comme étant des souverains. Mais ce n'était pas l'Égypte unie encore. Alors, à partir de la 18e dynastie, là, quand l'Égypte a été libérée des Hyksos, alors on verra les souverains, ils ont commencé à creuser leurs tombeaux dans la vallée des rois. Alors là, l'important c'est que comment étaient-elles ces tombes des souverains qui avaient précédé la 18e dynastie et qui avaient suivi l'ancien empire, ou la 12e dynastie, excusez-moi, la 12e dynastie, parce que les souverains de la 12e dynastie construisaient leurs tombes sous forme de pyramide. Alors c'est important, ça donne une idée de l'évolution de la sépulture royale. Je ne vais pas dire une évolution, mais je peux dire le changement qu'avait subi cette architecture des tombes royales. Est-ce qu'au fil des siècles, évidemment les gens ordinaires ne peuvent peut-être pas le distinguer, mais au fil des siècles, vous, en tant qu'expert, est-ce que vous pouvez distinguer vraiment des changements architecturaux importants au niveau des constructions des tombes et autres?
c'est normal. Je vais pas parler de moi-même parce que moi, bien sûr, je suis pas archéologue. Je suis essentiellement guide touristique et ça fait très longtemps que je pratique le métier. Mais pour les archéologues, c'est très important, c'est sûr, et ils le repèrent très nettement. Si vous voulez, ils savent très bien comment le changement s'est effectué et ils repèrent immédiatement s'il y a un changement. D'après ce qui a été écrit, puisque personne n'a vu encore ce site, d'après ce qui a été écrit, que c'est une pierre souterraine, ou des pierres souterraines, un caveau souterrain qui était taillé, taillé plutôt construit, les partout a été revêtu par du calcaire. Donc on avait un caveau aménagé. C'est pas quelque chose qui est creusé dans le sol tout simplement comme auparavant. Mais là, nous avons vraiment un caveau qui est aménagé. La superstructure au-dessus, alors là, malheureusement, je ne pense pas qu'ils vont trouver des traces. La superstructure, c'est l'élément qui serait construit à l'extérieur au-dessus de ce caveau. On sait que jusqu'à la 12e dynastie, la superstructure était une pyramide. Au Nouvel Empire, là on a un changement absolument complet. Il n'y a plus de souterrain, il n'y a plus de caveau sous terre, il n'y a plus de superstructure en surface, mais là c'était vraiment creusé dans la falaise. Un monument qui était creusé d'une succession de couloirs, de passages, je vais dire, qui se suivaient jusqu'à aboutir à une pièce au fond qui était considérée comme étant la chambre sépulcrale. Donc là, il faut savoir, et je pense qu'ils vont le découvrir et on le saura plus tard, la superstructure qui était au-dessus de ce caveau, comment était-elle formée? C'est bien sûr le travail des archéologues qui sont sur le site. Sohag, évidemment, il y a des années, était juste un gouvernorat de la Haute-Égypte, mais en fait, il n'y avait pas tellement de lumière jetée sur l'aspect touristique de ce gouvernorat. À votre avis, est-ce que ce gouvernorat va être propulsé au devant de la scène touristique ultérieurement? Malheureusement, Sohag renferme un des plus beaux temples de l'Égypte, le temple d'Abydos. Le temple d'Abydos qui a été construit sous le règne de Séti Ier et il a été complété par son fils Ramsès II. Ça c'est vraiment un des plus beaux temples de l'Égypte ancienne, avec des bas-reliefs très très fins, très bien conservés, les couleurs qui ont résisté encore sur une très grande partie des bas-reliefs du temple. Mais pour visiter le temple d'Abydos, les groupes venaient à partir de Luxor. Alors on faisait par exemple une journée pour aller visiter Abydos et ensuite sur le retour on s'arrête au temple de Dendera. Le problème c'est que Abydos, c'est un monument qui attire l'attention des touristes, mais il n'est pas sur les programmes de tous les groupes. Malheureusement, les agences de voyage, vu la durée vous savez, les programmes, ils sont assez limités, soit 7 nuits, soit 5 nuits, quand ils font les touristes, les croisières, ou même s'ils résident dans les hôtels à Luxor. Alors, c'est peu de touristes qui vont jusqu'au temple d'Abydos. Mais Sohag, bien sûr, elle renferme d'autres monuments dans le temple d'Abydos, ça c'est sûr. Mais le problème, c'est le temps qu'il faut pour organiser une période, disons, sur le programme des touristes, à visiter les monuments qu'il y a à Sohag. Mais je pense que la ville maintenant est accommodée avec des hôtels qui sont je veux dire, de 4 étoiles, il y a 4 étoiles essentiellement, il n'y a pas de 5 étoiles. Et c'est suffisant parce que les touristes ne cherchent pas vraiment à loger dans le grand luxe. Il suffit que ça soit confortable pour qu'ils soient satisfaits. Donc, je pense que ces découvertes, si elles seront ouvertes aux visites, ça va attirer plus de visiteurs pour la région de Sohag ou le gouvernorat de Sohag. Mais Sohag, ça fait longtemps avec le temple d'Abydos, qui était un lieu qui était vraiment bien connu, mais comme je disais, malheureusement, il n'y a pas suffisamment de temps sur les programmes qui permettent d'aller à Sohag, passer même une nuit dans la ville. Madame Nadia Khalil, pour revenir à la civilisation ancienne, la civilisation égyptienne ancienne, on a évidemment énormément de temples et de tombes, mais on n'a jamais vu des maisons, par exemple, ou des palais. À votre avis, pourquoi est-ce qu'ils ont donné autant d'importance à la construction durable des tombes et des temples plutôt qu'aux maisons? Nous savons que c'est une civilisation qui attachait beaucoup d'importance à l'au-delà et à l'autre vie. Mais pourquoi est-ce que les maisons sont tellement éphémères?
Je vais vous dire une chose. Tout d'abord, il faut savoir l'idée qu'avaient les anciens Égyptiens d'une vie dans l'au-delà. Pour les Égyptiens, la vie d'outre-tombe, la vie qui est après la mort, c'est la vie éternelle. Et durant tout leur vivant, ils se préparaient pour ce déplacement ou ce changement. On sait que le roi, dès qu'il accédait au trône, il commençait à préparer son tombeau, construire les monuments qui étaient consacrés aux divinités. Bon, monument, temple construit aux divinités, c'était une demeure éternelle aux dieux. Le tombeau, c'est la demeure éternelle de l'âme du défunt. Donc ça avait une grande importance. Il le construisait, on a vu les pyramides, il le creusait dans la montagne, on a vu les hypogées de la vallée des rois. Ils équipaient leur tombeau avec un mobilier qui leur permettait donc de survivre dans l'au-delà comme ils vivaient sur terre. Mais l'Égyptien voyait cette vie terrestre comme provisoire. Il n'attachait pas beaucoup d'importance à la vie sur terre. Il se prépare vraiment pour sa mort. C'est pour cela qu'ils construisaient leurs monuments, je vais dire terrestres, avec de la briquerie et avec des matériaux légers, des planches de bois, des troncs d'arbres, des fûts de palmiers, des roseaux, des nattes, ainsi de suite, et de la briquerie bien sûr. Ces éléments bien sûr ne sont pas aussi résistants que la pierre, y compris qu'ils étaient construits dans la plaine. Ils allaient chercher les endroits loin de la vallée du Nil pour qu'ils ne soient pas submergés, c'est-à-dire les endroits pour construire leurs tombeaux, pour qu'ils soient loin de l'inondation. Et c'est pour cela que tout ce qui était construit dans la vallée du Nil, avec les inondations, les crues d'autrefois, ça s'est emporté, y compris qu'ils étaient en matériaux légers. Parce que l'Égyptien ne s'intéressait pas à cette vie terrestre. Ça n'avait pas d'importance pour lui que sa maison demeure après sa mort. Mais pour lui, c'était plus important son tombeau, parce que c'est la demeure éternelle de son âme. C'est pour cela qu'on n'a presque pas de vestiges des villes et des villages égyptiens. En dehors, par exemple, de 2 villages repérés, ou les traces de 2 villages, peut-être 3 qui ont été repérés, celui des ouvriers au Nouvel Empire qui avaient creusé les tombeaux dans la vallée des rois, des Medina, celui qui est au pied des pyramides, donc le village des artisans qui avaient construit les pyramides, environ un demi-kilomètre au sud du Sphinx, et au Fayoum, à El Lahoun, je pense qu'ils ont trouvé les vestiges d'un village aussi des constructeurs des pyramides des rois de la 12e dynastie. Ça, c'est les seuls vestiges, je veux dire, de la vie de tous les jours qu'on a pu repérer. Madame Nadia Khalil, il y a eu d'autres découvertes, mais plus anciennes. Toujours à Sohag, il s'agissait des vestiges d'un temple ptolémique qui a été mis au jour là-bas dans ce gouvernorat. Une mission archéologique, cette fois égypto-allemande, a mis au jour au mois de novembre 2024 précisément un nouveau temple ptolémique près du grand temple d'Atribis dans le gouvernorat de Sohag. Et cette découverte menée par le Conseil suprême des antiquités et l'université de Tübingen, j'espère que je l'ai bien prononcé, a enrichi les riches sites archéologiques de Sohag. Donc là, il s'agit d'une autre découverte concernant d'autres vestiges ptolémiques. Regardez, le temple ptolémaïque qui a été trouvé donc toujours à Sohag, près d'Atribis, c'est les restes d'un temple. Je pense que c'était un portique, quelques pans de murs, mais c'est pas un temple en entier, ou même les vestiges d'un temple en entier. Et il se trouve dans un village au milieu des habitations. Alors, vous savez que c'est très difficile quand on fait des fouilles au milieu des habitations. C'est vrai qu'ils ont dégagé ces parties du temple, mais c'est un tout petit bout. C'est vraiment quelque chose de minime à comparer avec un temple en entier. C'est pour cela que la découverte a attiré l'attention, mais en tant que monument trouvé, il n'aura pas la grande importance qu'aura par exemple la découverte des tombes actuellement.